Quelque part, dans l'ombre de la grange ou sous les lattes du grenier, une silhouette attend que la nuit soit totale. Bonjour les amis, installez-vous confortablement, prenez un petit plaid parce que je vais vous raconter une histoire glaçante. Celle de la paranoïa d'une famille qui se sait condamnée. Hinterkaifeck, ce nom résonne encore comme un cri étouffé dans la campagne bavaroise. Nous sommes à 65 km au nord de Munich en ce début d'année 1922. La ferme des Grümper Gabriel n'est pas un lieu de passage, c'est un îlot de solitude entouré de bois denses et de plaines glacées. Là-bas, le silence est la règle et l'intimité est une forteresse. Andreas Gruber, le patriarche de 63 ans, est un homme rude, peu apprécié au village de Kaifeck, on le dit avare, colérique et des rumeurs sombres entourent sa relation avec sa fille Victoria. Victoria, jeune veuve de 35 ans, vit avec ses deux enfants, la petite Katsilia, 7 ans, et le bébé Joseph, à peine 2 ans. Pour compléter ce tableau clos, il y a la servante qui travaille dur dans cette ferme où l'on sent que quelque chose ne tourne pas rond. L'hiver 1922 est particulièrement tenace. La neige craque sous les bottes et le vent s'engouffre dans les granges. Mais en mars, l'atmosphère change. Ce n'est plus seulement le froid qui glace le sang d'Andreas, c'est l'inexplicable. Tout commence par un journal trouvé dans la cour que personne dans la famille n'a acheté. Un quotidien de la ville de Munich déposé là comme un message. Puis il y a ces traces. Andreas sort un matin pour inspecter la lisière de la forêt. Dans la poudreuse fraîche, des empreintes de pas d'homme. Elles viennent du bois, elles traversent le champ avec une détermination effrayante. Et elles s'arrêtent, juste devant la porte de la grange. Andreas baisse les yeux, cherche la suite, mais il n'y a rien. Les traces ne repartent jamais vers la forêt. Celui qui est venu là est encore là. Il est entré, mais il n'est jamais ressorti. Imaginez un instant le sentiment d'Andreas, savoir que quelqu'un vit à ses côtés, mais ne pas savoir où il se cache. Les jours suivants deviennent un vrai calvaire psychologique. Dans la cuisine, on parle à voix basse. Victoria regarde nerveusement par la fenêtre dès que le crépuscule tombe. Andreas, lui, commence à entendre des bruits. Ce ne sont pas des craquements habituels d'une vieille charpente qui travaille sous le poids de la neige. Ce sont des bruits de pas. Des pas lourds, rythmés, qui semblent provenir du plancher juste au-dessus de leur tête dans le grenier. Un soir, il prend sa lampe à pétrole et monte l'escalier raide. Il inspecte chaque recoin, soulève des sacs de grains, déplace de vieux outils. Mais rien. Le grenier est vide. Pourtant, dès qu'il redescend, les bruits reprennent. C'est à ce moment-là que la serrure de la maison est forcée. La clé principale disparaît purement et simplement. Quelques jours avant le drame, la servante de l'époque démissionne brusquement. Elle est terrifiée. Elle jure à qui veut l'entendre que la ferme est tentée, qu'elle entend des voix et qu'elle sent une présence malveillante en permanence derrière elle. Elle s'enfuit, laissant la trace à une nouvelle servante, Maria Baumgartner, qui arrive le 31 mars 1922. Elle ne restera dans cette ferme que quelques heures avant que le destin ne frappe. Et le 31 mars 1922, une nouvelle personne rentre dans le huis clos sans vraiment savoir qu'il n'en sortira jamais. C'est la fin de l'après-midi. Une charrette s'arrête devant la ferme d'Hinterkaifeck. À son bord, Maria Baumgartner, une femme de 44 ans. Elle vient pour remplacer la précédente servante. Elle qui s'est enfuie, persuadée que les murs de la ferme abritaient des démons. Maria est un peu nerveuse,
mais elle a besoin de ce travail. Sa sœur l'accompagne pour l'aider à porter ses quelques bagages jusqu'à sa petite chambre attenante à la cuisine. L'accueil des Gruber est sans doute froid, comme à leur habitude. Andreas est préoccupé par ces bruits de pas et ce journal inconnu. Victoria, elle, est sans doute épuisée par le quotidien de la ferme. La sœur de Maria repart vers leur village, laissant la servante seule avec cette famille qu'elle ne connaît pas. Elle défait ses affaires, prépare son lit. Elle ignore que dans quelques heures, son nom sera gravé à jamais dans l'histoire criminelle de l'Allemagne. Dehors, le soleil se couche sur la plaine. C'est le dernier crépuscule pour les 6 habitants de la ferme. Le silence retombe, mais ce n'est pas un silence apaisant. C'est ce silence lourd, électrique, qui précède les plus grandes tempêtes. Quelque part, dans l'ombre de la grange, ou sous les lattes du grenier, une silhouette attend que la nuit soit totale. La nuit tombe et chacun des membres de la famille est attiré vers un piège dont il ne verra jamais la fin. Le scénario du massacre est vraiment digne d'un film d'horreur. Les enquêteurs pensent que tout a commencé dans la grange. Pour une raison inconnue, peut-être un bruit suspect ou un animal qui s'agite, Andreas Gruber se rend dans le bâtiment sombre, armé d'une simple lanterne. Il ne revient pas. Inquiète, sa fille Victoria le suit de quelques minutes. Elle entre dans la grange, appelle son père dans l'obscurité, mais le seul son qu'elle entend est celui de ses propres pas sur la paille. Puis c'est au tour de la petite Kadzilia, 7 ans. Elle cherche sa mère et son grand-père. Elle marche vers la grange, ses petits pieds s'enfoncent dans la terre battue. Un silence de mort règne désormais. L'un après l'autre, ils ont été attirés dans ce piège. Ce que la police découvrira plus tard est insoutenable. Les corps sont retrouvés empilés les uns sur les autres, dissimulés sous du foin et une vieille porte en bois. Le tueur les attendait dans le noir. Il a frappé avec une précision chirurgicale. Utilisant une pioche, un outil agricole appelé reute, chaque victime a reçu un coup unique, net et mortel sur le sommet du crâne. Il n'y a pas eu de lutte, pas de cri assez fort pour alerter le voisinage. Juste le bruit sourd du métal sur l'os, répété 4 fois dans la froideur de la grange. Après avoir décimé tous les adultes dans la grange, le tueur ne s'arrête pas là. Il décide d'entrer dans la maison. Il traverse la cour, ses bottes ne laissant aucun bruit sur le sol gelé. Il entre dans la maison par la porte de la cuisine. Maria, la nouvelle servante, est dans sa chambre. Elle n'a même pas eu le temps de défaire ses valises. Elle est surprise dans son sommeil ou au moment où elle s'apprête à éteindre la lampe. Elle est la 5e victime. Elle ne connaît personne ici, elle n'a rien à voir avec les secrets de la famille Gruber, mais représente un témoin. Elle meurt sur son lit, frappée avec la même violence que les autres. Enfin, le tueur se dirige vers la chambre de la petite Kadzilia. Dans son berceau, le bébé Joseph, 2 ans, dort encore. C'est sans doute l'acte le plus incompréhensible de cette nuit sanglante. Pourquoi s'en prendre à un nourrisson ? Le coup de pioche tombe une dernière fois, traversant le landau. En quelques heures, 6 vies ont été fauchées. La ferme d'Interkefek est devenue un tombeau. Mais le plus terrifiant reste à venir, car si le massacre est terminé, l'activité dans la ferme, elle, ne va pas s'arrêter. Les pires crimes sont commis, et pourtant la cheminée continue de fumer encore quelques jours. C'est ici que l'affaire bascule dans le pur cauchemar. Nous sommes le samedi 1er avril. Au village, on ne s'inquiète pas encore, même si personne n'a vu les Gruber au marché. Le dimanche, la petite Kadzilia ne se présente pas à l'école et la famille manque la messe, ce qui est très inhabituel pour des gens aussi pieux.
Pourtant, des témoins passent près de la ferme et voient de la fumée s'échapper de la cheminée. Plus étrange encore, les voisins remarquent que le bétail a été nourri. Les chiens de la ferme ne hurlent pas à la mort, ils semblent calmes, comme si quelqu'un s'occupait d'eux. La vérité est atroce. Le tueur est resté sur place. Pendant près de 4 jours, il a vécu dans la maison avec les 6 cadavres. Il a dormi dans leur lit, il a cuisiné dans leur cuisine, il a utilisé leurs provisions. Il a partagé l'intimité d'une famille qu'il venait d'exterminer, évoluant dans les pièces encore imprégnées de l'odeur de sang. Et il faudra attendre le 4 avril pour qu'enfin les voisins mettent au jour les crimes qui se sont déroulés. Le mardi 4 avril, l'inquiétude devient trop forte. Lorenz Schlittenbauer, un voisin qui avait eu une liaison avec Victoria, décide de se rendre sur place avec 2 autres hommes. Ils frappent, ils appellent. Personne ne répond. Il décide alors de forcer l'entrée de la grange. C'est là, sous un tas de foin et une vieille porte arrachée, qu'il découvre l'empilement des corps. Le choc est tel que l'un des hommes s'effondre. Il court vers la maison, espérant trouver des survivants. Mais il ne trouve que le corps de Maria dans sa chambre et celui du petit Joseph dans son berceau. La scène est figée dans le temps. Il remarque immédiatement que des repas ont été pris récemment sur la table. Le tueur vient de partir, peut-être quelques heures seulement avant leur arrivée. Il s'est volatilisé dans les bois, laissant derrière lui une énigme que la police allemande ne parviendra jamais à résoudre. L'enquête va alors révéler des secrets de famille si sombres qu'ils pourraient expliquer l'inexplicable. Les corps sont envoyés à l'autopsie et c'est là qu'on va découvrir les pires atrocités. Les autopsies sont pratiquées directement dans la ferme, car à l'époque, on ne déplace pas les corps facilement. Les médecins légistes font une découverte qui va hanter les enquêteurs. La petite Kadia, 7 ans, ne serait pas morte sur le coup. Elle est restée consciente pendant plusieurs heures, allongée dans la paille de la grange, à côté du corps de ses parents. Dans son agonie, elle s'est arrachée des poignées entières de cheveux. Un acte de détresse absolue qui montre la cruauté du tueur, qui l'a laissé agoniser sans broncher. L'arme du crime est confirmée. Il s'agit d'une pioche artisanale appartenant à Andreas lui-même. Le tueur connaissait donc les lieux. Il savait où trouver les outils. Plus étrange encore, les têtes des victimes sont envoyées à Munich pour être examinées par des clairvoyants et des médiums. Une pratique désespérée de la police de l'époque qui ne donne aucun résultat. Le mystère s'épaissit. Pourquoi une telle violence ? Ce n'est pas un simple vol car l'argent liquide a été laissé bien en évidence dans la maison. C'était personnel, c'était une exécution. Et bien entendu, les soupçons vont se tourner directement auprès du voisin qui a découvert les corps. Lorenz n'est pas n'importe quel voisin. Il a eu une relation intime avec Victoria Gruber quelques années plus tôt. Il est même possible qu'il soit le véritable père du petit Joseph. Mais leur relation s'était terminée dans le conflit et les procès pour pension alimentaire. Le jour de la découverte, Lorenz a eu un comportement très suspect. Alors que les autres témoins étaient paralysés par l'horreur, lui s'est mis à manipuler les corps, affirmant qu'il cherchait son fils. Pourquoi n'a-t-il pas eu peur ? Pourquoi semblait-il si à l'aise dans cette ferme du crime ? Les chiens de la ferme, d'habitude agressifs envers les étrangers, ne l'avaient pas mordu. Pour beaucoup, Lorenz est le coupable idéal. Un homme bafoué, en colère, qui connaissait parfaitement la disposition des bâtiments. Malgré des dizaines d'interrogatoires, il ne sera jamais inculpé, faute de preuves matérielles. Mais au village, jusqu'à sa mort, on le regardera comme le véritable boucher d'Interkefek.
Et si le criminel n'était pas les voisins? Et si le tueur était finalement quelqu'un qu'on croyait mort depuis longtemps? Une autre théorie bien plus romanesque et sombre voit le jour. Victoria était mariée à un certain Carl Gabriel. Carl était officiellement mort au front pendant la Première Guerre mondiale, en 1914. Mais son corps n'a jamais été retrouvé. Des rumeurs circulent. Et s'il n'était pas mort? Et s'il était revenu du front pour découvrir que sa femme a eu un enfant avec un autre homme? Carl Gabriel serait-il l'ombre qui marchait dans la neige, le fantôme revenu réclamer sa propriété par le sang? Au-delà de Lawrence et du mari disparu, la police a continué à enquêter sur des pistes bien plus inquiétantes comme des rôdeurs ou des criminels de passage à ce moment-là. L'enquête ne s'est pas arrêtée aux voisins. À l'époque, l'Allemagne est en plein chaos après-guerre. Des bandes de pillards et d'anciens soldats errent dans les campagnes. On a soupçonné les frères Gump, des criminels locaux connus pour leur violence. L'un d'eux aurait même confié sur son lit de mort avoir participé à un massacre dans une ferme, mais les détails ne collaient pas vraiment. Ce qui intrigue les enquêteurs, c'est la précision. Tuer 6 personnes, dont des adultes vigoureux, sans qu'un seul cri ne soit entendu au dehors, demande une force et un sang-froid hors du commun. La police a interrogé près de 100 suspects au fil des décennies. Jusqu'en 1986, de nouveaux témoignages arrivaient encore sur le bureau des enquêteurs. Des confessions de villageois sur leur lit de mort, des secrets de famille murmurés dans les tavernes. Mais chaque piste s'est terminée dans une impasse. Le tueur d'Interkefek n'était pas un amateur, il était une ombre méthodique. Un an après le massacre, la ferme a été complètement rasée, mais ce qu'on a découvert ensuite est encore bien plus mystérieux. En 1923, les héritiers décident de démolir la ferme d'Interkefek. Trop de sang, trop de souvenirs, personne ne veut racheter ce lieu maudit. Alors que les ouvriers abattent les murs et soulèvent les planchers du grenier, ils font une découverte qui glace le sang. La pioche. L'arme du crime était restée là, cachée sous le plancher. Le tueur l'avait remise à sa place avant de partir. On trouve également des espaces aménagés dans le foin, là où quelqu'un avait manifestement dormi et observé la cour pendant des jours. Aujourd'hui, il ne reste plus rien de la bâtisse. À la place, au milieu des champs, s'élève un petit monument religieux, un calvaire, pour la mémoire des victimes. Mais même sans les murs, l'endroit dégage une énergie particulière. Les habitants du coin évitent encore de s'y attarder la nuit. On dit que le vent qui souffle sur le site d'Interkefek porte encore les murmures de cette nuit de mars. Alors, qui était le boucher d'Interkefek? Un voisin jaloux, un mari oublié ou l'un des pires criminels de passage? L'affaire d'Interkefek reste l'un des cold cases les plus fascinants de l'histoire. En 2007, des étudiants de l'académie de police ont repris tout le dossier. Avec des techniques modernes, ils ont utilisé les analyses d'ADN et les profils psychologiques actuels. Ils sont arrivés à une conclusion, ils ont pu identifier un suspect probable. Mais par respect pour les descendants encore vivants de cet homme, ils ont décidé de ne pas révéler son nom. Ce qu'il y a de plus terrifiant dans cette histoire, c'est que le criminel a pu vivre dans l'intimité de la famille. Il a pu les observer en train de vivre, de rire, de chanter, tout en préparant leur fin. Mes amis, je vous dis à très vite, n'hésitez pas à vous abonner et prenez soin de vous.